bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, les inégalités sociales peuvent entraver la formation dans bien des domaines, y compris dans celui de la musique classique. On va en parler et de bien d'autres choses avec l'invité du Grand Oral, l'un des plus grands violonistes français, Raphaël Pidou. L'anti-sèche d'Emma Guessel ou comment l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, c'est jour d'anniversaire aujourd'hui, anniversaire de la Comédie Française. On la croise dans les programmes de français, mais aussi d'histoire. L'heure de la récré, toujours avec Emma, avec ses conseils pour celles et ceux qui n'ont pas renoncé à prendre l'avion avec leurs enfants. Et puis enfin, comme tous les vendredis, on poussera la porte de la librairie de Célie Luton pour quelques conseils avisés de lecture pour les enfants et les ados. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Mais alors, on va rebondir. Non, mais alors, n'importe quoi, David Enkoff. Est né des violonistes. C'est les premiers violoncellistes. Bonjour, Raphaël Pidou. Bonjour. Et vous attrapez une conversation, pourquoi? Parce que j'ai dit un des plus grands violonistes français. Alors, ils m'ont tous fait les gros yeux sur le plateau. Pardon. Emma, Raphaël. On va l'assumer. Alors, grosse erreur de ma part. Vous avez raison, je suis un des plus grands violonistes. Mais absolument. Et c'est un violoniste amateur qui vous le dit. Raphaël Pidou, on ne va pas parler d'une école au sens physique avec vous aujourd'hui dans la quotidienne. On va parler d'une école au sens d'une famille, au sens d'une tradition, et c'est l'école française de violoncelle. Vous, je le signale que vous êtes donc à la fois soliste, vous êtes également, et c'est un sens important que vous donnez à votre parcours, professeur au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Vous avez fondé un trio absolument extraordinaire qui est le trio Wanderer, et vous êtes l'initiateur de... Oui, je suis un peu fan. Ça s'entend? Ok, ça, vous allez vivre avec, parce que ça va durer une demi-heure. Ça me plaît. Et vous êtes initiateur de l'association Talent et Violoncelle. Mais quelques mots sur votre parcours d'abord. Violoncelliste de père en fils, puisque votre père est violoncelliste. C'était une évidence ou il y a eu un moment de rébellion où vous avez dit « Papa, je ne ferai pas comme toi » ? Ah non, j'admire mes parents en fait. Ma mère, qui a été violoniste à l'Orchestre de Paris notamment, et mon père, donc mes parents étaient séparés et en fait j'ai rusé, j'ai trouvé une solution pour le voir régulièrement, mon père, malgré tous ses concerts et ses tournées. Ah bah c'était de faire du violoncelle. Exactement, je lui ai dit papa, je veux faire du violoncelle à 11 ans. Mais j'étais déjà pianiste, je gagnais des concours, les concours Bélan et tout ça. Là, j'avais un très bon niveau de piano à 11 ans. Quand ma prof de piano a su que j'allais faire du violoncelle, elle a été catastrophée. Elle m'a dit surtout n'abandonnez pas, que votre fils n'abandonne pas le piano, et je l'ai abandonné. Voilà, ça c'est mon grand regret. Mais oui, pour retrouver papa... Ce que vous dites, ça m'évoque ce que disait le fils d'Isaac Stern, qui est devenu lui chef d'orchestre, et qui avait un mal fou à voir son père qui était en tournée 300 jours par an, et qui parle à un moment des bras de son père, que son père le tenait dans ses bras et que ça lui avait manqué toute sa vie, d'avoir ce lien avec effectivement un père qui était un grand musicien. Et donc c'est ce moment finalement où vous choisissez le violoncelle contre le piano qui est le moment de charnière. Exactement. Alors, pourquoi vous choisissez le violoncelle ? Au départ, c'est parce que je suis fasciné par mon père, par la boîte de violoncelle même, parce qu'il part en voyage et pour moi c'est une liberté incroyable. J'étais très fier de mon père, je le suis toujours, et donc je commence le violoncelle. Manque de bol, je suis très doué et j'adore travailler. Donc pendant 3 ans, 4 ans, il me fait bosser. C'est mon seul professeur. Wow. J'ai rendez-vous tous les samedis avec lui chez lui et je fais des progrès monstres quoi. Et à 17 ans, donc j'avais 6 ans de violoncelle et je rentre au CNSM. Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Et je précise pour les profanes qu'on n'y rentre pas après 6 ans d'instrument en temps normal. En temps normal, un peu tôt, mais voilà. Alors après, j'étais pas forcément mûr sur tous les côtés du fruit, mais globalement, je m'en suis quand même pas mal sorti ensuite avec Philippe Muller, etc. Philippe Muller, grand professeur qui a formé beaucoup, notamment de ces violoncellistes, il disait qu'il y a une école française du violoncelle. C'est vrai que quand on est un peu amateur de musique, on peut citer facilement une demi-douzaine, voire une dizaine de noms de violoncellistes absolument formidables en France. Comment vous expliquez ça ? Alors, et sachant que vous avez repris la classe de Muller, vous, au Conservatoire de Paris, donc vous prolongez cette tradition. Oui. C'est lié à quoi ? Je ne sais pas, mais effectivement, c'est le fruit du hasard, j'en sais rien. Mais regardez, du temps de Napoléon, je me passionne pour les frères Duport. Il y en avait un chez le roi de Prusse, l'autre qui faisait déjà une carrière internationale en calèche. Et puis quand il revient avec son Stradivarius, il est invité aux Invalides, et Napoléon veut
essayer le violoncelle comme on essaye un canasson, quoi. Et puis là, il fait un trou avec son éperon dans l'éclisse du violoncelle, le Stradivarius, le Duport, qui a joué Franchomme ensuite, qui était un autre professeur au conservatoire, et puis plus tard Rostropovitch. Et il y a toujours la trace d'ailleurs de ce coup d'éperon de Napoléon. Voilà. Je ne sais pas, je pense que c'est le fruit du hasard. Il n'y a pas Il n'y a pas une transmission dans votre façon d'enseigner, par exemple. Est-ce que vous ne transmettez pas ce que Muller vous avait enseigné, qui lui-même... Bien sûr, on peut imaginer ça, mais vous savez, je me méfie souvent parce que après on dit oui, mais il n'y a que les Russes pour jouer du Tchaïkovski, il y a que du Debussy, il y a que des Français pour jouer Debussy et les Allemands pour jouer Beethoven. Ouais. Oui, je m'éloigne un petit peu de ça. Je trouve ça un peu trop un résumé rapide. Mais je ne sais pas. Mais en même temps, il y a des très bons violoncellistes ailleurs aussi. D'ailleurs, je conseillais jusqu'à maintenant, parce que là en ce moment c'est un peu compliqué, mais à mes élèves qui manquaient de son ou de soutenu dans le son, d'aller travailler à Moscou. Parce qu'il y a une super en ce moment, on va éviter quand même. Bon, voilà. Alors arrive néanmoins un moment où le travail ne suffit plus, il faut un bon instrument et tout le monde ne peut pas se l'offrir. Et c'est pour résoudre ce problème que Raphaël Pidoux a créé il y a une douzaine d'années Talent et Violoncelle. Il va tout nous dire après l'Anti-Sèche chez Maguessel. Emma, bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 21 octobre et c'est un 21 octobre en 1680 que Louis XIV fonda la Comédie Française. Mais oui, avec la particularité d'être la première troupe de théâtre permanente de France, troupe unique composée de 27 comédiens et comédiennes, choisie par le roi pour jouer des pièces en française. On va rembobiner un petit peu le film pour comprendre l'histoire de la création de cette grande institution parisienne mais française. Et oui, parce que la création de la Comédie Française est en fait la réunion de 2 et même de 3 troupes de théâtre rivales qui jouent à cette époque à Paris. Il y a celle du Marais, celle de l'Hôtel de Bourgogne et puis celle du Palais Royal qui est dirigée par Molière, justement, meurt en 1673 et une première fusion a lieu. Sur ordre royal, les comédiens du Marais rejoignent la troupe des comédiens de Molière. Il ne reste donc que 2 troupes rivales qui finiront elles aussi par fusionner pour devenir finalement la troupe de la Comédie Française. Et pourquoi le roi tient absolument à fusionner tout ça? Il ne pouvait pas vivre avec plusieurs troupes? En fait, pour plusieurs raisons. Déjà, c'était pas pratique d'avoir plusieurs troupes parce qu'il y avait des histoires de rivalité. On jouait parfois le même soir les mêmes pièces et puis en plus à cette époque, on allait au théâtre pour voir mais aussi pour être vu. Donc prendre le risque de louper la pièce où tout le beau monde se rend, c'était pas pratique. Et puis ensuite, à cette époque, c'est aussi la grande mode de la comédie italienne qui a énormément de succès. Comédie italienne dont s'inspirera beaucoup Molière et inversement. Mais donc le roi voulait promouvoir le théâtre classique français, théâtre où l'on jouera Corneille, Racine et donc Molière. Alors Molière, dont vous nous avez dit, vous rappelez qu'il était mort en 1673, c'est donc 7 ans avant la création de la Comédie Française, dont on considère qu'il est le père. Alors pourquoi on dit qu'il est le père de la Comédie Française s'il était mort depuis longtemps? Déjà le lieu. La troupe de Molière joue au Palais Royal, qui est ce grand ensemble construit par Richelieu en 1628 à 2 pas du Louvre et qui aujourd'hui abrite en partie la Comédie Française. Mais à l'époque, pas de Comédie Française ni de salle Richelieu, mais un théâtre tout de même qui appartient à Richelieu et où Molière se produit avec sa troupe. Là aussi où il a été victime d'un malaise après la représentation du Malade imaginaire. Mais alors justement Emma, il y a plusieurs versions. Je crois que certains disent qu'il est mort, moi c'est celle que j'ai toujours entendue, pendant la représentation sur ce fameux fauteuil qu'on peut encore apercevoir à la Comédie Française. D'autres disent que non. Mais en fait, vous avez enquêté. C'est le mythe. J'ai enquêté. En fait, pas du tout. Mais oui. En fait, ce soir-là, Molière est déjà très malade. Ironie du sort, il joue Argan, le personnage principal du Malade imaginaire, et il est effectivement victime d'un malaise sur le fauteuil qui sert de décor finalement à la pièce. Il mourra en revanche quelques heures plus tard dans son lit chez lui. Mais ce fauteuil il agonise sur le fauteuil et il meurt chez lui. Tout à fait. Toujours visible d'ailleurs à la Comédie Française. Donc pour en revenir au lien entre Molière et la Comédie Française, d'une part, la troupe de la Comédie Française est en partie sa troupe à la base, puisque je vous ai dit qu'il s'agissait d'une fusion. Et puis ensuite, le lieu même de la Comédie Française actuelle était déjà un théâtre où l'on jouait les pièces de Molière. Comédie Française qui a plusieurs maisons. Mais oui, pas celle juste du Palais Royal. Ouais. Tout à fait. En fait, l'appellation de Comédie Française désigne au départ la troupe plus qu'un lieu. La troupe d'ailleurs a joué dans plusieurs théâtres, aux Tuileries, au théâtre de l'Odéon, avant de déménager enfin place du Palais Royal. Et puis il y a d'autres sites aussi aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, ce sont 3000 pièces qui sont au répertoire de la Comédie Française. Et le lien avec l'école qu'on donne toujours à chaque fois est tout trouvé, puisqu'on étudie ces grandes pièces de théâtre pendant sa scolarité. Molière, Racine, Corneille. Les profs parisiens emmènent d'ailleurs leurs élèves voir des représentations.
Et même francilien, pardon, c'est vrai, tout à fait. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, sachez qu'elle est tarif très réduit pour les moins de 28 ans. Je suis allée voir. Alors, il y a très vite plus de place. Il faut se dépêcher quand même. Faut se dépêcher, Enfin, mais j'ai vu moi, j'ai oublié de me dépêcher, mais bref. Moi aussi, cette année, j'ai oublié de me dépêcher. Ah, c'est pas vrai. Si, mais j'ai regardé quand même pour les moins de 28 ans, il y a des tarifs à 11 €. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller visiter cette institution. Absolument. On n'est pas très bien installé, on se fait mal aux genoux, mais ça fait des souvenirs pour la vie. Emma, merci beaucoup. On se retrouve pour la récré. Tout à fait. Raphaël Pidou, Grand Oral. Pour devenir musicien professionnel, il ne suffit pas d'y consacrer de longues heures de travail dès le plus jeune âge. Encore faut-il, quand on arrive à un certain niveau, avoir un instrument qui sonne suffisamment bien. Et c'est un investissement qui n'est pas à la portée de tous. C'est pour résoudre ce problème que Raphaël Pidou a créé il y a 12 ans, Talent et Violoncelle. Déjà, quand on dit ça, un instrument pour devenir professionnel, ça veut dire dépenser combien d'argent? C'est variable, mais il faut que je parle de chiffres ou pas? Oui. Ou pas. Alors, sinon, on ne va pas comprendre. Non, mais un instrument fait par un grand luthier actuellement, un grand luthier, c'est entre 30 et 40 000 €, on va dire entre 25 et 40 000. Donc ça, c'est des instruments qu'on fabrique aujourd'hui. Après, il y a des jeunes luthiers en début de carrière c'est moins cher, etc. Ça, c'est ce qu'on fabrique aujourd'hui. Voilà. Et puis alors, si on veut acheter de l'ancien, de l'italien, ou ce qu'on appelle les vieux paris, etc., là, on fait x5, x10, quoi. Il n'y a plus de limite. Un des derniers Stradivarius dont j'ai entendu parler là récemment était estimé 24 millions d'euros. Donc, non, celui-là, on va l'oublier. Mais bon, voilà. Donc, en fait, je suis parent d'un jeune violoncelliste ou d'une jeune violoncelliste. Je sais qu'à un moment donné, vers quoi 14-15 ans, au fond, hein, s'il... Non, pas si. Peut-être pas à ce moment-là. Non, mais c'est souvent charnière 16-17, oui, c'est ça, quand on a fini les... Et à un moment, il faut que je mette un billet de 30 000 si j'ai envie qu'il puisse avoir sa chance, finalement, c'est ça? Oui, minimum, oui. Voilà. Tout à fait. Et donc là, vous avez cette idée. Et je ne parle pas de l'archet, mais bon. Mais moi, j'ai eu cette idée parce que ça m'est arrivé. Oui, qui proportionnellement, on va quand même le dire aux gens, coûte plus cher. En tout cas, ça coûte cher par rapport au violon. Quand on se dit c'est juste un... Exactement. Voilà. Exactement. Au violoncelle. Et puis, c'est de l'artisanat d'art, donc c'est des heures de travail, et puis on peut pas c'est pas fait en usine, quoi. Voilà. Tout ce qu'on a avant, c'est d'ailleurs un commerce qui est fait en Chine, où on a formé là-bas d'ailleurs des luthiers. Donc on arrive à des instruments d'étude, en fait, mais c'est vrai que pour travailler sa sonorité, ses palettes sonores, etc., et puis pour avoir un son beaucoup plus projeté, et puis avec vraiment une qualité de son irréprochable, interne, on est obligé de passer sur un instrument de haute facture, quoi. Et là, vous qui enseignez, vous commencez à voir des jeunes gens dont vous vous dites, tiens, il ou elle pourrait devenir professionnel, mais là, oui, c'est ça. Et donc, Talent et Violoncelle, le principe, c'est que vous prêtez, vous avez un vivier d'instruments, soit que vous faites fabriquer, soit que vous avez, que des mécènes ont acheté, vous allez les prêter à ces jeunes artistes. Exactement. Tout remonte à nous dès que dans un CRR en France. Conservatoire rayonnement régional. Voilà, dans les conservatoires régionaux en France, on nous prévient, on nous dit voilà, là par exemple récemment, on vient de me prévenir qu'un jeune de 16 ans n'a pas de violon, puisqu'on prête maintenant violon, alto et violoncelle. Ouais. Eh bien, on a un violon donc disponible, on va lui faire essayer, etc. Donc c'est vraiment très excitant pour moi ce travail-là. C'est vrai qu'on a travaillé dur parce qu'on est parti de un instrument, maintenant on en a 76. Et puis tous les jours, des mécènes arrivent et souhaitent... Tous les mécènes d'ailleurs sont des amoureux de musique. Écoutez, en ce moment, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs en fait qui sont passionnés par la musique et par le travail qu'on fait au niveau du patrimoine, c'est-à-dire les luthiers, soutenir la lutherie française. Grande tradition aussi, je parlais de l'école française de violoncelle ou de violoncelliste qui est remarquable, mais bon, Mirecourt, dans l'Est de la France, mais aussi plus loin dans l'histoire, ce qu'on appelle les vieux Paris. Enfin, il y a toute une tradition de lutherie française qui est assez extraordinaire. Exactement, et effectivement, il y a du travail, puisqu'il y a de plus en plus de demandes, puisqu'il y a même des professionnels maintenant qui jouent sur de l'instrument moderne, et il n'y a pas de querelle au fond à jouer entre les anciens et les modernes, c'est vraiment deux mondes différents. On ne peut pas comparer un vin nouveau et un vin qui a déjà 30 ans d'âge, etc., etc. Mais vous, au jeu ou à l'oreille, ça vous arrive de vous tromper, par exemple? On peut se tromper, oui. Je vais vous raconter une anecdote. Mon violoniste chéri, Jean-Marc Philippe Svarjabekian du trio Wanderer, un jour, il ne me le dit pas, mais il ne vient pas avec son Guarnerius qu'on lui prêtait à l'époque, il vient avec son Charles Coquet.
Ah, c'est pas vrai. Et pendant la répétition... Jeune, il est plus si jeune que ça, Charles, mais parce qu'il doit avoir quoi, une quarantaine d'années, je pense. Un très brillant luthier, voilà, exactement. Ouais. Et je me suis fait avoir à la pause, je lui ai dit, dis donc, il sonne bien le Guarnerius aujourd'hui. Et il me dit, regarde, c'est le Charles Coquet. Extraordinaire. C'est beau, n'est-ce pas? Vous venez de faire monter les prix des Charles Coquet en flèche en quelques instants avec cette anecdote. Et vos mécènes, alors, donc vous dites, c'est des entrepreneurs, mais tout le monde peut vous aider. Comment ça fonctionne? Vous collectez de l'argent? Alors, soit le mécène reste propriétaire, vous savez qu'on a aussi le droit à la fiscalité, à la loi sur le mécénat qui est exceptionnelle en France, hein, il faut le redire. Quand on fait un don à une association, on reçoit en réduction d'impôt jusqu'à 66% à la hauteur de son don. Donc, des personnes peuvent en fait acheter un instrument, le défiscaliser et nous faire un don, ou rester propriétaire et nous le prêter. D'accord. Voilà. Et voilà, on a une banque, les Caisses d'épargne, qui sont notre premier mécène, et puis ensuite beaucoup de privés et beaucoup de familles aussi de musiciens qui souhaitent garder en propriété l'instrument mais que l'instrument serve à d'autres. L'instrument serve à d'autres. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que les instruments modernes, ils sont bons parce qu'ils sont joués et bien joués. Oui, parce que si le bois ne résonne pas, les fibres, etc., à un moment donné, ça marche plus pareil. On va continuer évidemment à parler de tout ça avec Raphaël Pidoux après la récré, notamment des jeunes auxquels vous prêtez, qui sont quand même plutôt ceux qui ont besoin, pas ceux dont les parents peuvent investir 30 ou 40 000 euros. Ce sera juste après la récré. Emma. Séquence Don't Look Up aujourd'hui. Je savais que ça vous plairait. C'est les vacances de la Toussaint. Elles commencent dans toute la France et vous allez nous emmener en voyage. Alors, personnellement, je tiens à préciser que je ne prends pas de vacances, donc je ne vais pas prendre l'avion, mais peut-être vous qui nous regardez allez partir en voyage, peut-être que vous allez donc prendre l'avion, et si ça se trouve même, expérience de l'extrême, vous allez prendre l'avion avec vos enfants. Et là, c'est pas toujours évident, parce que déjà, rester assis, rester calme, notamment quand on est petit, c'est pas facile. Et là, en plus, on peut être dérouté, voire avoir peur. Mais oui, c'est très courant, chez les adultes notamment. On estime que 20% ont peur de prendre l'avion. On connaît tous dans notre entourage quelqu'un dont c'est le cas. Mais j'ai découvert un super compte TikTok qui cartonne. C'est le compte de Mathieu. Il est steward. Il nous fait vivre son quotidien de steward. Et franchement, si vous avez peur de l'avion, ça permet un petit peu de relativiser. Regardez. Ça, c'est exactement ce qui se passe pendant les turbulences dans l'avion. Je m'appelle Mathieu, je suis steward et je vais te dire pourquoi les turbulences, faut pas en avoir peur. Imagine que ça, c'est un avion un petit peu aquatique. À l'intérieur, les passagers. Je vais bouger un tout petit peu la bouteille de haut en bas, de gauche à droite et tu vas voir ce qui se passe à l'intérieur. Et ouais, ça bouge énormément alors que je fais juste de tout petits mouvements. Et dans l'avion, c'est exactement la même chose. Pendant les turbulences, on a l'impression que l'avion il fait ça. Donc ça se dit, oh il va tomber, L'avion pendant les turbulences, il tombera jamais. En fait, il est comme un bateau sur l'eau ou comme une voiture sur des pavés. Regarde, je bouge un tout petit peu la bouteille et à l'intérieur, catastrophique. Faut simplement penser à mettre sa ceinture de sécurité et tout se passera bien. Du coup, maintenant c'est bon, on n'a plus peur des turbulences. Allez, bon week-end. Alors, la bouteille d'eau, ça vous suffit, vous? Bah ouais, franchement, moi ça me suffit. Ça vous allait aussi? Vous avez trouvé que c'était bien comme explication? Super. Bah voilà. Vous n'êtes pas super rassuré, vous, en avion? Ah non, jamais, non. Mais si vous saviez le nombre de commentaires de jeunes sous ce post TikTok qui sont rassurés, et même les parents qui disent je vais enfin pouvoir montrer ça à mon enfant, ça me rassure et ça va les rassurer. Donc voilà, allez suivre ce compte TikTok, c'est vraiment bien. Il partage son quotidien de steward, on apprend plein de choses. Les avions en plus ça fascine. Vraiment c'est bien. D'accord. Moi j'ai un truc, c'est de prendre, par exemple quand je le prends avec les enfants, je suis super rassuré parce que je les rassure et donc je suis obligé de... Ouais, c'est littéralement quoi. Ouais. Donc vous avez un peu peur de l'avion? Voilà. On va passer à la rubrique suivante. Merci beaucoup Emma. Raphaël Pidoux. Il est violoncelliste, professeur au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, fondateur du trio Vanderer, et il a donc lancé cette association qui aide les jeunes musiciens à cordes à accéder à de bons instruments. Raphaël Pidoux, invité du Grand Oral. Vous aidez donc des jeunes virtuoses qui sont, on le précise quand même, issus de milieux sociaux modestes. Si papa ou maman peuvent mettre 30 000 euros dans un violoncelle ou 20 000 dans un violon, là, vous n'intervenez pas. Exactement. Donc, j'ai toute une équipe, une merveilleuse équipe qui travaille avec moi dans cette association. Sinon, elle n'aurait pas vu le jour. Et bien sûr, à caractère social, donc... Nous contrôlons tout ça, effectivement. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on aide aussi les jeunes en début de carrière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément s'offrir un instrument à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire même toute sa vie. Donc, finalement, on aura forcément... Vous-même, vous avez été confronté à ça? Ou alors, par héritage, ou votre père avait plein de pas mon père, mais ma mère, au moment où j'ai cherché mon italien pour continuer à me... Donc, on dit mon italien, ce sont de l'époque de Guarnerius, de Stradivarius, donc on remonte de quelques siècles, et ce sont vraiment les meilleurs
meilleurs instruments du monde et ceux que jouent tous les grands solistes. Voilà. Et j'ai trouvé un merveilleux violoncelle de Goffredo Cappa que je ne savais pas comment financer. Enfin, il y avait une moitié, en tout cas, je ne savais pas. Et puis ma mère m'appelle, elle me dit, écoute, tu sais, l'année prochaine, je pars à la retraite de l'Orchestre de Paris et mon violon ira dans ton violoncelle. Et donc, mais il faut avoir cette chance extraordinaire. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Que faire pour, au-delà de ces jeunes virtuoses issus de milieux sociaux qui ne leur permettent pas d'accéder, enfin d'avoir les moyens d'accéder à un instrument, il y a quand même une question d'accès tout simplement à la musique classique en général. On sait que dans les milieux populaires, ça reste plus compliqué, tous les chiffres en témoignent. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui de plus qu'on ne fait pas aujourd'hui? Des orchestres à l'école, des conservatoires qui proposent des formations différentes? Comment on fait pour amener ce public au concert? À chaque concert que l'on fait, soit avec l'octoire de violoncelle, talent et violoncelle, soit avec le trio Wanderer, on essaye de faire des rencontres avec le public, avec les jeunes des classes. Je me souviens en Aveyron, dans l'Aveyron, on a fait beaucoup là-dessus. Et je pense que c'est de présenter la musique classique de la manière la plus simple qui soit, c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Et je me souviens de gamins qui avaient écouté du Schubert, du Dvorak, du Haydn et qui trouvaient ça vachement bien, monsieur. Mais est-ce qu'il ne faut pas vraiment faire un peu plus quand on est à l'école, faire plus de chorales, faire plus de... Bon, dans les pays anglo-saxons, il y a des fanfares absolument partout, ils prennent l'habitude par ailleurs de jouer ensemble, ce qu'on retrouve après au niveau des orchestres. Enfin, je veux dire, c'est cette espèce de culture de l'écoute de l'autre, ça apprend plein de choses quand même dans la vie. C'est vrai. En dehors de l'aspect virtuose des instruments, j'entends. C'est vrai, mais c'est pas tellement à la mode en fait. C'est vrai qu'on a une vue un peu perso maintenant des choses. Mais c'est vrai que ça manque beaucoup et moi je le ressens aussi même au conservatoire, au moment où les jeunes arrivent au CNSM, ils n'ont pas tellement joué ensemble en fait. C'est ça. Voilà. Et souvent, même les classes d'orchestre, c'est laborieux parce il y a des questions de discipline aussi, etc. On n'est pas un peuple facile. Et c'est vrai qu'en Allemagne... Je trouve parfois dans les orchestres professionnels, c'est un peu la réputation de certains orchestres français, non? Oui, si je fais un sondage dans ma classe au conservatoire, tout le monde veut être soliste. Ouais. Suivre l'image d'un soliste qui fait la carrière mondiale. Mais c'est pas ça la réalité. Des Casals, il y en a un par siècle. Des Rostropovitch, il y en a un par siècle. Pareil, donc, je leur parle de l'orchestre, de la musique de chambre, de l'épanouissement même de la vie d'un musicien. Qu'est-ce que c'est qu'une carrière au fond? Voilà. Et vous avez choisi d'avoir plein de fer au feu, de solistes, de chambristes, de professeurs, hein, ce qui prend quand même un temps important quand même. Vous renoncez à des choses en faisant ça aussi. Oui, et j'aime fédérer, j'aime aussi trouver des solutions, m'entourer, mais vous savez, j'étais pas comme ça quand je suis sorti du conservatoire avec mon collègue Marc Copé, j'étais très timide, j'étais pas du tout aventureux, j'allais pas voir les gens forcément. Je me suis construit, je ne savais pas parler à la radio, je ne savais pas présenter une œuvre. Et oui, parce qu'on n'a pas dit qu'on vous entend sur Radio Classique aussi. Donc c'est vrai que je pense que tout ça se construit, mais à 20 ans, on n'est pas prêt forcément. Et c'est vrai que l'histoire de, comment dirais-je, de la carrière où on est déjà trop vieux pour la carrière à 23 ans, c'est pas vrai du tout. Mais ça, c'est ce que racontent pas mal d'agents et de circuits autour de ce commerce-là, et c'est un mensonge. Raphaël Pidoux, merci beaucoup. Si vous voulez bien, on est vendredi, on va pousser la porte de la librairie, on va retrouver Célie. Emma, merci beaucoup. On vous laisse prendre. C'est comme l'avion, non? Allez, librairie. C'est vendredi, c'est librairie, c'est Célie. Célie, bonjour. Bonjour. Célie Luton, notre libraire et chroniqueuse pour sa sélection de livres pour les enfants et les adolescents. Et on commence avec Le Grand Ménage d'Émilie Gravette, publié chez Kaléidoscope. Oui. Il y a 2 ans, mais que vous adorez. Alors on lui redonne vie. Génial. Il est drôle, il est beau, il est tellement bien écrit. Ouvrez-le, lisez un paragraphe, n'importe lequel. L'histoire de Benoît, ce blaireau psychorigide, maniaque, accro du ménage, qui taille, qui nettoie, qui s'occupe de tous les animaux. Il veut une forêt. Vous le connaissez par cœur quand même. Ah, mais je l'adore, j'adore. Ça commence comme ça, il ramasse le moindre bout de bois, il aspire, il balaye, il nettoie, il frotte les pierres, les astiques, les récures et les briques. Mais oui, mais je l'adore. Il veut un monde idéal, une forêt idéale. Et un jour, je vous le donne dans le mille, c'est l'automne, une feuille tombe. Il enlève les feuilles de tous les arbres. Il va peut-être aller un peu trop loin. Il les range. Mais oui, on va voir. C'est radical. Et c'est drôlissime. À partir de 3 ans, c'est beau. Plein de rimes, plein d'humour, ça chante, c'est presque de la musique. Léna et le Seigneur des Amanites, avec un texte de Myriam Daman et Nicolas Digard et illustré par Julia Sarda, c'est chez Gallimard Jeunesse. Pour les un peu plus grands.
Oui. Alors, c'est marqué à partir de 5 ans. Moi, je le conseille plutôt à partir de 7 ans. C'est un vrai conte, un conte où le méchant est vraiment méchant. C'est noir, on aime se faire peur. Léna est une jeune femme, une jeune fille très, très courageuse. Elle a la seule barque de la ville et elle fait passer les villageois dans la forêt. Et elle se rend compte qu'ils ne reviennent jamais. Elle va faire la connaissance d'un crapaud qui se présente comme le seigneur des Amanites. Et elle va réussir. Le voici, le crapaud, il est là. À s'introduire chez lui. Hop, je montre le crapaud. Le seigneur des Amanites. Est-il vraiment ce que l'on croit? Suspense. Bien. En tout cas, c'est une héroïne très forte, très intelligente que nous avons là, et c'est un bijou dans les illustrations, le texte et la manière justement de faire écho à des contes, à des contes très connus. En entrant dans une pièce interdite, elle a une marque sur la paume de sa main. Pièce interdite, une marque qui ne s'efface pas, c'est la barbe bleue. Évidemment. Bah oui. Évidemment. Bah oui. Une réponse tout de suite. C'est ça. Graphisme vraiment très très spectaculaire et effectivement un texte quand même assez écrit. Exactement. Donc 5 ans me semble, comme à vous, un tout petit peu prématuré. Oui, prématureux. C'est ça. Violoniste pour violoncelliste, prématuré pour prématuré. Fatigueux pour fatigué, c'est bientôt le week-end. Mais c'est pas grave. Vous avez une petite lecture à me conseiller pour le week-end? Moi je suis ado. Un grand ado? Oui. Non, un petit, normal. Bon, il va falloir aimer un gros livre pour celui-ci. En plus, c'est un tome 1. Et voilà. Alors, on va suivre Axhaven, c'est un premier tome, Le Cercle des sorcières de Sacha Peyton Smith. C'est chez Casterman. Ça vient de sortir pour le coup. Exactement. Ça, c'est un roman sur les sorcières. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu un roman de fantasy. En tant que fan d'Harry Potter, vraiment, j'aime le monde des sorciers. J'aime quand il bascule d'un monde normal. Là, on est dans le New York des années 10. C'est vraiment la réalité. Et on bascule avec notre héroïne qui va se découvrir des pouvoirs magiques. Elle va être, un peu par hasard, elle va être dans une école pour les jeunes sorcières. Sauf que elle, ce qu'elle veut, c'est percer le mystère du meurtre de son frère. Ouais. Et elle découvre que c'est quand même une école où on apprend à être une bonne épouse. Exactement. Enfin, bonne épouse. Donc pardon, elle va plein de guillemets, bonne épouse. Je veux dire, au sens des années 19, il se fout de moi ici. Il a fait une gaffe, ça va tourner. Mais non, au sens des années 10, au sens des années 10. Exactement. Voilà. Elle va justement et elle va essayer de casser tout ça. S'émanciper de tout ça et partir à la vengeance, amitié, amour et danger. Puis on va essayer de faire trembler les piliers de la société patriarcale qui domine le monde de la magie, comme à l'époque. Ah mais elle va bien désamorcer le truc. Vous allez voir. Super, merci beaucoup. Vous le prenez pour le week-end? Axhaven, mais je le prends, ça, comme ça je vais arrêter de dire absolument n'importe quoi. Célie, merci beaucoup. Talent et violoncelle, si on veut aider, on va sur Internet, c'est très facile de vous trouver. Exactement. On peut aussi vous écouter. Folle journée de Nantes, vous y serez avec cet Octuor. Octuor dans lequel il y a vous et des jeunes de la bande Talent et violoncelle. Exactement, 7 jeunes talents, des jeunes magnifiques qui s'ouvrent et c'est souvent leur premier concert, leur premier moment sur scène devant un public et dans des festivals de pros, comme on dit. Donc c'est assez enthousiasmant pour moi, pour eux et pour le public. Folle journée de Nantes, alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, qu'il y a un truc extraordinaire. Toute la ville, pendant 24 heures, vibre. C'est plus que 24 heures, c'est ça. presque une semaine, du mercredi au dimanche. Et puis il y a beaucoup d'actions, beaucoup de médiation vers le scolaire, vers les jeunes. Donc c'est vrai que la région de Nantes en profite. Et puis l'inventeur, c'est René Martin. Donc effectivement, celui qui a fait aussi le festival de la Roque d'Anteron. Voilà, c'est le grand festival de piano. Voilà, c'est des amis fidèles qui comptent beaucoup dans le paysage musical en France. Merci beaucoup, Raphaël Pidou. Le Vendéraire, des concerts bientôt? Oui, tout à fait. Là, on était en Allemagne hier, mais un concert qu'on peut voir de France. Prochain concert, aux Champs-Élysées, Théâtre des Champs-Élysées, le 11 ou 13 novembre. C'est un dimanche matin. C'est un dimanche matin à 11h. Dans un programme classique, Mendelssohn, Schubert, voilà, magnifique. Génial. Oui. Rendez-vous au Théâtre des Champs-Élysées. Célie, merci beaucoup pour ces lectures. Je me plonge immédiatement dans mon week-end et dans ces lectures. Je vous souhaite évidemment d'en faire autant. Et puis je partagerai les autres bouquins avec toute l'équipe que je remercie, à savoir au maquillage Colline Hamel et puis en régie Marine Plantec qui a préparé cette émission. Elle était assistée aujourd'hui par Roxane Sarfati et Louise Merlin au son, à la réalisation Romain Luc. Vous restez évidemment sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.